Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc je suis avant tout un citoyen du Havre et un citoyen du monde. Je suis informaticien, développeur web et j'ai vécu le chômage pendant 2 ans. Et je me suis posé beaucoup de questions sur l'économie, sur le travail et j'ai cherché des réponses. Et je pense avoir trouvé des solutions à certains problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. J'ai appris pas mal de choses ces 2 dernières années. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est le résultat de ces 2 ans de travail et de recherche. Donc je vais commencer tout d'abord par une petite vidéo d'introduction de 5 minutes sur laquelle va se baser le reste de la présentation. Et donc ensuite, je vais vous parler de la monnaie de manière générale, comment elle est créée aujourd'hui, l'euro qu'on utilise tous les jours. On va parler du Bitcoin, donc une nouvelle innovation. Et on va parler d'une alternative aussi qui est en train de naître depuis un certain temps et qui est issue d'une théorie, la théorie relative de la monnaie, qui a été rédigée par un ingénieur français. Et qui démontre l'existence de monnaies libres et qui sont définies dans cette œuvre. Donc, je vais commencer d'abord par la petite vidéo d'introduction. Internet provoque une modification considérable de l'organisation du monde. Le réseau distribué a fait naître un nouveau modèle de développement. Les résultats les plus visibles sont l'industrie des logiciels libres et open source, et Wikipédia. Dans ces 2 cas, des individus isolés s'associent pour réaliser des systèmes technologiques de grande envergure et qui comportent une forte utilité pour la société tout entière. Cette animation simule la programmation du langage open source Python. Les sphères représentent les fichiers et les petites silhouettes mouvantes sont les contributeurs. Concernant ces projets contributifs, on se rend compte que la production se réalise sans l'intervention ni d'une entreprise privée, ni d'un organisme public. Des individus parviennent à en fédérer d'autres pour réaliser un projet commun. Il s'agit d'une alternative au système de production classique. C'est la production autonome du social. Grâce au réseau, la société produit de la valeur d'usage par elle-même. La qualité des réalisations est néanmoins égale, sinon supérieure, à celle des organisations publiques ou capitalistes. Dans la contribution, c'est l'individu qui s'auto-sélectionne. Lui seul détermine la tâche qu'il se sent d'accomplir et il propose ensuite son œuvre à la communauté. On parle de productivité passionnée. Ces activités peuvent être bénévoles, mais elles apportent aux contributeurs de nouvelles connaissances et de la notoriété auprès de ses pairs. Et elles élargissent son réseau de collaborateurs. En fait, c'est bien souvent dans ce type d'activité que nous avons le sentiment enthousiasmant de nous réaliser. Et il s'y observe en fin de compte un niveau de travail supérieur à celui des modèles productivistes et consuméristes, où l'individu est productif seulement à la hauteur d'un échange d'argent. Dans la contribution, les individus travaillent avant tout pour apprendre et transmettre leurs connaissances. Il s'agit d'une entreprise de déprolétarisation ou, pour parler avec les mots d'Amartya Sen, de recapacitation. On peut objecter que 50% seulement des acteurs du logiciel libre parviennent à vivre de leur activité et qu'il est encore rare de subvenir à ces besoins par l'économie contributive. La participation à ces projets est néanmoins productrice de richesses et des entreprises telles eBay, Amazon et Google ne s'y trompent pas. Ce sont les contributions des internautes qui leur apportent de la valeur. Des économistes proposent de réfléchir à des systèmes d'allocation d'un revenu de base ou salaire d'existence qui serait versé inconditionnellement à tous et dégagerait ainsi du temps pour contribuer plus librement et selon les affinités de chacun à l'élaboration de la société. Alors, cette vidéo, vous l'avez vue, ça parle principalement des logiciels libres, mais en fait, on peut adapter ce discours sur quasiment toute l'économie. Quand quelqu'un fait quelque chose avec enthousiasme, il le fait bien, il le fait avec envie, et puis on observe un résultat
de production qui est parfois, comme il a été dit dans la vidéo, qui peut être supérieur à un modèle de production classique. Alors le revenu universel, pourquoi, comment? C'est un sujet qui est venu dans le débat politique juste avant les présidentielles avec la campagne de Benoît Hamon. C'est une idée qui n'est pas nouvelle, ça fait très très longtemps que des économistes ou des philosophes y ont pensé. Et jusqu'alors, on n'avait pas trouvé le moyen d'implémenter ce genre de revenu universel. Et ça suscite encore beaucoup de questions. Donc d'abord, on va essayer de voir pourquoi ce serait pertinent de mettre en place un revenu universel. Il y a plusieurs raisons, je vais essayer d'aborder les principales. La première, c'est parce qu'on voit bien l'emploi et non le travail. Hein, il y a bien une différence entre l'emploi et le travail. L'emploi disparaît. J'ai toujours entendu parler de chômage depuis que je suis au lycée. Je l'ai connu moi-même. Tous mes copains de ma génération le connaissent. C'est quelque chose qui est un fait actuel. L'automatisation du travail par la robotisation et par la mise en place de programmes informatiques détruit l'emploi, mais pas le travail. Il détruit l'emploi, il le révolutionne aussi, il crée des nouveaux emplois. Mais on voit bien qu'il y a un problème par rapport à l'emploi. L'emploi est en crise aujourd'hui. On a un petit exemple, hein, c'est pas nouveau, sur la BD qui est juste en dessous. Vous voyez, à l'époque où on a inventé l'imprimerie, eh bien, ça a détruit l'emploi des moines copistes. Une deuxième raison, c'est aussi reconnaître le travail de chacun. Donc là, je ne parle pas d'emploi, je parle bien de travail. On l'a vu dans la vidéo, les internautes, par exemple, produisent énormément de données pour les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, etc., Apple. Et donc cette production de données n'est pas valorisée dans l'économie actuelle. Le travail domestique non plus. Pendant des années, c'était les femmes qui étaient à la maison, mais aujourd'hui, c'est un peu mixte. On a les hommes et des femmes qui s'occupent de leurs enfants, qui leur donnent une éducation, qui leur apprennent des choses. Tout ça, c'est de la valeur, mais qui n'est pas mesurée dans l'économie marchande aujourd'hui. Tout être vivant travaille. Ça, c'est important. Typiquement, aujourd'hui, si un agriculteur il veut retourner sa terre, il va utiliser des machines. Mais normalement, la nature le fait tout seul, par exemple, avec des vers de terre. Est-ce que le ver de terre travaille ? C'est des questions qu'on peut se poser. Et là, par exemple, on a une belle illustration des hommes de Cro-Magnon. Donc, il y en a un qui demande à son copain s'il a un vrai métier, parce qu'il est en train de dessiner. Donc, le revenu universel aussi, ça intéresse beaucoup les artistes, ceux qui créent de la musique, ceux qui créent des œuvres d'art, ceux qui créent du logiciel libre. Hein, c'est de l'art aussi, la programmation. Donc ça, c'est une deuxième raison. Une troisième raison aussi de la mise en place, de l'intérêt de la mise en place d'un revenu universel, c'est que on va pouvoir respecter la neutralité de l'économie. Je mets ça en parallèle avec la neutralité du net. C'est aussi en ce moment pas mal dans le débat politique. En gros, là, ce schéma-là, hein, c'est des points qui sont reliés entre eux. Si on parle de neutralité du net, les points, ce sont des ordinateurs. Et les liaisons, ce sont les liaisons du réseau Internet. Et si on veut respecter la neutralité du net, il ne faut pas que les liaisons soient privilégiées. Il ne faut pas qu'il y ait une liaison qui soit privilégiée par rapport à une autre. Et l'économie, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui fait partie de l'économie, il faut qu'il puisse échanger ses valeurs qu'il peut créer lui-même ou qu'il peut fabriquer, qu'il peut transformer. Il faut qu'il puisse toujours les échanger. Il ne faut pas qu'il soit bloqué à un moment donné. Une autre raison, ça c'est une raison qui est pas mal avancée aussi en ce moment, c'est la simplification des aides sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un parcours du combattant quand on se retrouve sans emploi et qu'il faut aller s'inscrire à la CAF, au Pôle emploi, etc. Et il y a aussi le problème des retraites. Aujourd'hui, c'est un gros problème. On sait qu'on ne va pas pouvoir financer les retraites des prochaines générations. Et il y a beaucoup de gens qui ne réclament pas leurs aides sociales, tout simplement soit parce qu'ils ont honte ou parce que c'est trop compliqué. Aujourd'hui, vous avez à peu près chaque année 10 milliards d'euros qui ne sont pas réclamés sous forme d'aide sociale. Alors quand certains parlent d'arnaque à la crise sociale, l'arnaque à l'aide sociale, il fera mieux de regarder de l'évasion fiscale peut-être, il y a peut-être plus de choses à faire à ce niveau-là. Donc ça, c'est aussi des raisons qui pourraient inciter à la mise en place d'un revenu universel. Alors là, ensuite, une fois qu'on a compris l'intérêt du revenu universel, c'est comment on le met en place.
La première solution qui a toujours été retenue et qui est même majoritairement représentée dans les débats, c'est par redistribution. C'est quelque chose qu'on connaît déjà, comme la sécurité sociale et les retraites qu'on utilise actuellement. Tout simplement, l'idée, c'est par prélèvement, cotisation, impôt, c'est de réunir une certaine somme qu'on va redistribuer à tout le monde. Alors c'est compliqué parce que personne déjà aime qu'on lui prenne des choses, les impôts. Moi j'aime pas trop payer des impôts. Donc c'est compliqué à mettre en place. Le montant, ça dépendrait déjà de ce qu'on arriverait à collecter. Puis ça dépendrait aussi éventuellement des décisions politiques, des recherches qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Aujourd'hui, si on demande à quelqu'un, pour vous, quel serait le montant idéal du revenu universel, on a des réponses qui vont entre 0 et 2000 euros, quoi, en gros. Donc il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. La deuxième possibilité de mise en place d'un revenu universel, c'est par création monétaire. Donc il y a un mouvement qui s'appelle le Quantitative Easing for People. L'idée, en gros, c'est de faire du quantitative easing. Le quantitative easing, c'est de la création monétaire par les banques centrales. En l'occurrence, en France, on utilise l'euro, et c'est la Banque centrale européenne qui crée la monnaie centrale. Donc l'idée, c'est d'injecter directement de la monnaie centrale auprès des citoyens pour redévelopper l'économie, puisque finalement, si les citoyens ont de la monnaie, ils peuvent acheter. S'ils peuvent acheter, ça veut dire qu'on peut produire, et donc la machine économique tourne à partir du moment où tout le monde a un petit peu de monnaie. Mais le mouvement Quantitative Easing for People, c'est pas vraiment un revenu universel. Ce qu'il voudrait, c'est plutôt un one-shot. C'est-à-dire faire une injection, là, à un instant T, pour résoudre un peu les crises. Par exemple, les crises de 2008 qu'on a connues. Et donc, là, par création monétaire, on pourrait aussi éviter l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est de la création monétaire à un endroit donné. Je vais revenir un petit peu en arrière. Si je retourne sur ce schéma-là, si je crée de la monnaie à un seul endroit de l'économie, eh bien, à ce moment-là, les prix vont commencer à augmenter ici, avant qu'eux aient accès au ruissellement monétaire. Parce qu'on en parle souvent en économie. Normalement, la monnaie est créée en amont, et par exemple par les entreprises, les États, et elle ruisselle vers les citoyens. Bon, ce n'est pas le cas, on le constate quand même. Et donc, en fait, le revenu universel par création monétaire permettrait d'éviter l'inflation, puisqu'on aurait toujours une création monétaire uniforme sur le réseau économique, en l'occurrence. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un sondage qui a été effectué auprès de 1200 personnes. Vous avez déjà à peu près 60% des sondés qui estiment que le revenu universel devrait se situer entre 0 et 750 euros. Après, vous en avez 25% entre 750 et 1000 euros. Enfin, vous voyez, on se pose tout un tas de questions. Alors qu'en fait, la réponse, si on veut un revenu universel, alors universel, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il est valable en tout le temps et en tout lieu. Si on veut un revenu universel, il y a des méthodes mathématiques pour le calculer, et c'est la théorie relative de la monnaie qui en parle. Alors donc du coup, j'ai fait une petite animation, justement. Alors si on prend 10 personnes, par exemple 10 personnes qui veulent une monnaie, ils font un éco-village, ils veulent une monnaie pour échanger entre eux, à ce moment-là, ils vont se mettre d'accord, ils vont se dire, on va créer la monnaie de manière équitable. C'est-à-dire, on est 10, on va créer 10 unités par personne, et puis on va donner 10 à chacun. Donc la masse monétaire totale est de 100 unités, et donc le poids de chacun dans l'économie est de 10 sur 100. Et admettons que mon tennisman qui est ici, il échange avec les autres, puis tout ce qu'il fait, ça marche tellement bien, qu'il se retrouve à accaparer la monnaie de tout le monde. Donc lui, il a un poids économique de 100 sur 100, 100%, et tous les autres sont à 0. C'est ça la notion de poids économique. Alors si on crée un revenu universel, ensuite, on redonne 10 à chacun, par exemple, lui, il se retrouve à 110, tous les autres sont à 10. Et alors les autres, ils n'ont plus 10 sur 100, ils ont 10 sur 200 là maintenant. Ils n'ont plus le même poids. Et lui, il a plus 100%, il a 110 pour 200. Donc rien qu'en créant de la monnaie, j'ai réduit les inégalités, et tout le monde y a eu le droit, même le riche. C'est tout bête, mais il fallait y penser. La monnaie, c'est une invention. C'est l'humain qui l'a inventée, ça n'existe pas dans la nature. Donc la création de la monnaie, c'est vraiment une décision politique. On fait ce qu'on veut, en fait. La monnaie, c'est pas quelque chose de physique qui est dans la nature, et elle est créée comme ça, un point, c'est tout. On peut décider de la manière dont on crée la monnaie. Alors justement, comment elle est créée, la monnaie, aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui ont une petite idée? Est-ce que c'est par l'État, par le travail, contre de l'or?
Qui pense que c'est pour l'État, que c'est l'État qui crée la monnaie? Que c'est le travail qui crée la monnaie? Est-ce que la monnaie, est-ce que c'est équivalent à de l'or? Aujourd'hui, eh bien non, parce que on a passé les accords de Bretton Woods en 1971, et donc la monnaie maintenant elle est créée à partir de rien et sans travail par les banques commerciales privées. C'est plus un secret, hein, tout le monde en parle. À la télé, on en parle encore assez peu. Mais si vous cherchez un peu, déjà même sur Wikipédia, ils en parlent, hein, le système des réserves fractionnaires, qui est plus une indication plutôt qu'une réelle pratique. Les réserves fractionnaires, en fait, c'est la possibilité pour une banque d'émettre du crédit, de la nouvelle monnaie dans l'économie, à partir d'un stock qu'elle aurait. Et à partir de ce stock, elle peut faire un certain nombre de crédits. Dans la pratique, on se rend compte que les banques créent des crédits de manière illimitée. Alors ça, le petit schéma que vous avez à droite, c'est la courbe de création monétaire nécessaire pour maintenir 100 $ dans l'économie. C'est-à-dire si je crée 100 $ par le crédit bancaire, donc il y a 100 $ qui circulent, mais il faut rembourser 110. Donc si on rembourse progressivement les 100 qui sont en circulation, il y a encore 10 à rembourser, mais qui n'existent pas dans l'économie. Donc on est obligé de refaire un crédit, donc on va réemprunter 100, admettons, et etc., etc. Et donc, du coup, on a une courbe qui est exponentielle. Et on a une dette qui est impossible à rembourser. Alors, quand je vois les politiques à la télé se demander la question comment est-ce qu'il faut la rembourser, comment on fait, une fois que j'ai compris ça, je rigole. Parce que toute la monnaie est créée comme ça. Je vais y venir un petit peu après, parce que la monnaie a plusieurs formes. Ça va être la diapo d'après. Donc, la monnaie, c'est un crédit, c'est pas un prêt. Quand vous allez voir votre banquier pour faire un crédit immobilier, c'est pas de la monnaie de quelqu'un d'autre qu'on vous file, c'est de la monnaie qui est nouvelle, c'est de la nouvelle monnaie mise en circulation. Et quand vous remboursez votre crédit, la monnaie est détruite, sauf les intérêts. Les intérêts sont gardés par le banquier. Donc ça impose forcément une croissance permanente, une croissance monétaire, mais qui dit croissance monétaire dans notre système actuel, dit forcément une croissance de travail obligatoire en dépit des impacts sociaux ou environnementaux. Ça, c'est le constat un peu qu'on peut faire à l'heure actuelle. Et donc, on appelle cette monnaie la monnaie dette. D'ailleurs, je vous conseille un très bon livre de David Graeber qui s'appelle Monnaie dette, 5000 ans d'histoire, qui retrace toute l'histoire de la monnaie à travers les âges. Alors, quelle forme elle a? Donc, c'est ce que je vous disais à l'instant. Aujourd'hui, il y a deux principales formes de monnaie. Il y a la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. La monnaie fiduciaire, ce sont les pièces et les billets qu'on utilise au quotidien. Ils sont fabriqués par la Banque centrale pour alimenter les banques commerciales, parce que les banques commerciales émettent du crédit, mais sous forme scripturale, c'est-à-dire c'est juste des chiffres sur des ordinateurs. Quand vous allez voir votre banquier pour faire 100 000 € de crédit pour votre maison, il ne vous donne pas une valise avec des billets. Il fait un virement. C'est des chiffres qui vont d'un ordinateur à un autre, tout simplement. Et c'est cette monnaie-là qu'on utilise tous les jours dans nos échanges. C'est 95% de la monnaie en circulation. C'est les cartes bleues, c'est les chèques, les prélèvements, les virements. C'est-à-dire que les pièces et les billets, on a de moins en moins tendance à les utiliser. Et d'ailleurs, si vous allez au restaurant universitaire ou à la cafette du rue, vous ne pouvez pas les utiliser. Et plus ça va, moins on va les utiliser, tout simplement parce que c'est compliqué, il faut les transporter, on peut les perdre, on peut se les faire voler. Et aujourd'hui, on utilise des ordinateurs pour presque toutes nos tâches. Et surtout pour la comptabilité. L'informatique est utilisée principalement par la finance, au tout début de l'informatique. Le service informatique était toujours lié à la finance. C'était d'ailleurs, on appelait ça le DAF, le directeur administratif et financier. Donc on utilise aujourd'hui avec l'euro une monnaie quasiment 100% numérique. Virtuelle ou numérique? Question qu'on peut se poser. Alors le Bitcoin, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est une monnaie virtuelle? Est-ce que c'est une monnaie numérique? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est tout nouveau. Donc c'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie, parce que derrière, vous avez des algorithmes de cryptographie, de chiffrement, qui vont permettre de sécuriser le système. En gros, ça marche sur la technologie blockchain. C'est un nom du coup qui est un peu à la mode. C'est une toute nouvelle technologie que le Bitcoin a pu mettre en place, une technologie open source et libre. Et le principe, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, en gros, un ordinateur calcule un fichier, un bloc, et pour calculer un bloc, il passe du temps, il doit résoudre un problème cryptographique. Et donc, ça génère une suite alphanumérique. C'est l'identifiant du bloc. Et chaque bloc, il stocke des infos.
peu importe les infos. Pour une monnaie, ça va être des transactions. Et ce bloc, il va faire référence au précédent, qui fait référence au précédent, c'est une chaîne de blocs. Et en fait, ce qui fait, comme c'est très compliqué à calculer l'identifiant du bloc, il va être impossible d'insérer un bloc au milieu. Ce qu'un ordinateur peut faire, c'est proposer un bloc pour mettre à la suite, mais il va être vérifié par un ensemble d'ordinateurs qui sont interconnectés entre eux. C'est un système qui est complètement décentralisé. N'importe qui peut télécharger le logiciel Bitcoin et l'installer chez lui. Aujourd'hui, par contre, ça ne servira pas à grand-chose. Mais il peut le faire. Et donc, en fait, le Bitcoin, quand les ingénieurs qui ont développé le Bitcoin, ils se sont dit, on va faire un peu ce qu'on connaît. Pendant des millénaires, on a utilisé une monnaie qui était adossée sur l'or. Donc, on va essayer de simuler un peu la même chose. Donc le Bitcoin est complètement indépendant de l'euro, même si on peut l'échanger contre des euros. Mais quand il est créé, le Bitcoin, il est créé complètement indépendamment des euros. Si l'euro disparaît demain matin, le Bitcoin existe toujours. Et on peut toujours échanger avec. Donc ce n'est pas du tout adossé à l'euro. Donc ça, c'est un avantage, on verra tout à l'heure. Et donc la difficulté de calcul que j'expliquais à l'instant, elle augmente au cours du temps. C'est pour ça qu'au tout début, je pouvais installer le logiciel Bitcoin sur ma machine, et puis je pouvais créer des Bitcoins avec un petit ordinateur de bureau, aucun problème. Mais la difficulté augmente, et à l'heure actuelle, on se retrouve dans une situation où il faut un data center pour calculer du Bitcoin. Et si on continue, il faudra peut-être 1000 ans pour calculer un Bitcoin. Voilà un petit peu la limite de cette crypto-monnaie. On le voit d'ailleurs sur cette courbe-là, c'est une courbe logarithmique, avec une asymptote, une limite, ici, qui arrive à 21 millions de Bitcoin. Donc on connaît à l'avance la quantité maximale de circulation des Bitcoins, qui sera complètement indépendante et du travail, et de l'activité des gens, et de l'emploi, et de quoi que ce soit. C'est la monnaie, c'est dans son code de création, sa nature même, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, comme toute nouvelle technologie. Il y a du bon, il y a du moins bon. Déjà, le premier avantage, c'est la possibilité de créer des nouvelles monnaies. Le deuxième, c'est que le code, il est libre ou ouvert. Par exemple, la création monétaire des banques, c'est quelque chose qui est un peu flou. C'est pas public, on n'en parle pas vraiment. Même les économistes, des fois, ils ne savent même pas ce qu'ils parlent, de quoi ils parlent. Et l'autre avantage, c'est aussi que donc, la blockchain est décentralisée. Ça ne dépend pas d'une instance, d'une institution ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire c'est le réseau qui crée sa monnaie et les utilisateurs l'échangent entre eux. Par contre, on a vu qu'il y avait une asymétrie dans la création de la monnaie. Si je reprends mon réseau de graphes tout à l'heure, et je parlais d'inflation quand la monnaie est créée à un endroit puis pour un autre, eh bien le Bitcoin c'est pareil. Il y a une asymétrie dans le sens où les premiers qui sont arrivés dans le Bitcoin, déjà, ont été privilégiés dans la monnaie, comme avec l'or. Au début, quand l'homme il a trouvé de l'or, il y en avait au bord des rivières. C'était très facile, il suffisait de se baisser pour en ramasser. Et puis, on l'a ramassé. Et les hommes d'aujourd'hui, si vous voulez trouver de l'or par terre, ça va être compliqué. Et le Bitcoin, c'est pareil. Les premiers qui ont installé le logiciel ont créé plein de Bitcoin. La première pizza vendue à Bitcoin, c'était 8000 Bitcoins. S'il avait gardé ses bitcoins, il aurait été multimillionnaire, hein, le monsieur. Donc ça, c'est l'asymétrie. La deuxième, c'est la course au profit. Je vous ai parlé qu'il fait de plus en plus de puissance de calcul pour miner du bitcoin, pour maintenir le système bitcoin. Et là, vous avez une photo d'un incendie d'une ferme de serveurs qui a eu lieu en Chine. La Chine étant le premier producteur de bitcoin au monde à l'heure actuelle. Et il n'y a pas de propriété d'invariance universelle dans le sens où la monnaie aurait une valeur fixe, une sorte d'étalon, dans le temps, qui serait universelle et qui serait valable pour tous. D'ailleurs, on le voit bien, hein, le Bitcoin, si on le mesure en euros, à un moment donné, il a frôlé les 20 000 euros. Et puis, pouf, ça a rechuté derrière, ça a retombé à 6 000. Enfin, il n'a pas d'invariance universelle qu'on utilise dans une unité de mesure. Quand on utilise le mètre, quand on utilise le degré, la seconde, il y a bien un invariant universel qui ne bouge pas, quelle que soit la génération qui l'utilise, quels que soient les hommes, l'endroit où ils se trouvent, eh bien c'est ce qu'on appelle un invariant. Voilà. Donc maintenant qu'on a parlé du revenu universel et des crypto-monnaies, on va pouvoir parler de la monnaie libre. Donc la théorie relative de la monnaie, c'est
sous licence libre. Vous pouvez y accéder sur trm.creationmonétaire.info. Et donc, l'idée, c'est, on l'a dit tout à l'heure, dans un réseau distribué, de respecter la neutralité de l'économie et qu'aucun homme ne soit privilégié quant à la mesure de toute valeur. C'est-à-dire, si je vois un objet, moi, je dois pouvoir l'estimer, et un autre homme doit pouvoir l'estimer. Mais si on l'estime dans une monnaie, il faut que tous les deux, on ait accès à la monnaie. Si moi, je n'ai pas accès, par exemple, au yuan, c'est la monnaie chinoise, je ne peux pas vous donner le prix de mon ordinateur en yuan, par exemple. Je ne peux pas l'estimer. Je ne peux pas vous proposer un prix en yuan, tout simplement parce que j'en ai pas, j'y ai pas accès. Et c'est aussi une démonstration mathématique. Alors ça m'a beaucoup plu parce que je suis un féru de maths, de sciences, de ces choses-là. Et donc au début, quand j'ai entendu parler de ça, j'étais un peu dubitatif. Et comme c'est libre et ouvert, donc j'ai étudié un peu la théorie et j'ai fait mes propres analyses, mes propres études sur des tableaux Excel. J'ai simulé sur des milliers d'années la création monétaire qui est définie dans cette œuvre. Et ça fonctionne. Donc c'est vraiment une démonstration mathématique qui se base sur 4 axiomes. La première, c'est ce qu'on appelle les 4 libertés fondamentales économiques. On retrouve ça dans le logiciel libre, pour ceux qui connaissent le logiciel libre, les 4 libertés d'utilisation du logiciel libre. D'ailleurs, c'est très inspiré. Et donc les 4 libertés sont les suivantes. C'est-à-dire que chacun doit être libre de choisir son système monétaire, pour que ce soit une monnaie libre. C'est-à-dire que si on m'impose d'utiliser une monnaie, ce n'est plus une monnaie libre. Le deuxième axiome, c'est que je dois être libre d'utiliser les ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est ma tête, c'est mes mains, c'est les matières premières qui sont autour de moi. Il ne faut pas qu'on m'oblige de le faire, sinon c'est plus une monnaie libre. Troisième, liberté d'estimer et de produire toute valeur économique. C'est-à-dire que je dois pouvoir être capable d'estimer, de proposer un prix pour quelque chose que j'ai envie d'acquérir, mais il faut que je sois libre de le faire. Et il faut que je sois libre d'échanger dans la monnaie, c'est-à-dire que si mon voisin, je veux échanger avec lui, si je veux, je n'utilise pas de monnaie, tout simplement. Alors, la théorie relative de la monnaie nous parle aussi d'égalité spatio-temporelle. Ça rejoint un peu ce que je disais dans le réseau des graphes tout à l'heure. Mais là, c'est de manière plus globale, c'est-à-dire que dans l'espace, et dans le temps, il faut que les hommes soient égaux vis-à-vis de la création monétaire. C'est-à-dire, à un instant T, tous les hommes doivent être égaux, mais aussi à l'instant T plus 1. Les générations suivantes ne doivent pas être privilégiées par rapport aux générations précédentes. Donc vous avez ce petit schéma à gauche, où vous avez donc les gens qui naissent, vivent et meurent. Ça, je pense que tout le monde connaît ces étapes-là. On est bébé, étudiant, on travaille, on vieillit, on est en fauteuil roulant, puis hop, on est à la tombe. Donc en gros, là, ça montre le renouvellement des générations au cours du temps. Et il faut qu'ici, on ait une égalité spatiale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les hommes d'une même génération soient égaux, mais aussi temporel. C'est-à-dire que les hommes du futur, il ne faut pas qu'ils soient désavantagés ou avantagés par rapport à la génération précédente. Typiquement, dans l'euro, il y a eu une époque qui s'appelle les 30 Glorieuses. Mes parents l'ont bien connue. Eux, ils n'avaient pas de problème d'emploi ni d'accès au crédit. Là, notre génération, ça devient un petit peu plus compliqué, typiquement. Donc ça, c'est très important, l'égalité spatio-temporelle. Donc un petit schéma pour bien voir un peu, une pyramide des âges animés. Vous avez les jeunes qui vieillissent, et puis il y a un renouvellement permanent de l'humanité. Il faut que la monnaie accompagne ce renouvellement des générations. Et donc comment ça marche concrètement? Alors concrètement, on va utiliser la technologie qui a été développée par le Bitcoin, la blockchain, pour avoir une monnaie décentralisée. Pour justement, si on veut une monnaie libre, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui, s'il veut, il appuie sur le bouton, puis il n'y a plus de monnaie. Donc pour que ça fonctionne, il faut que ce soit décentralisé. Et la monnaie donc, doit être créée là où se trouvent les humains. S'il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de monnaie. On l'a dit tout à l'heure, c'est une invention humaine. Si j'ai un territoire donné où il n'y a pas d'humains, pourquoi j'irais mettre de la monnaie là? Par contre, il y a des endroits, si je prends dans le cas de l'euro, des endroits où il y a des humains, mais il n'y a pas de monnaie.
Je prends des régions rurales, par exemple, l'exode rural, les gens qui quittent les campagnes pour aller vers les villes, parce que là, il y a du crédit, il y a des entreprises, il y a de l'emploi. Donc ça crée des mouvements migratoires. La monnaie a vraiment un gros impact sur la société humaine. Et donc ces deux points ensemble, c'est ce qu'on appelle la co-création monétaire. Et puis pour vérifier que chaque être humain dispose bien d'un compte unique, au lieu d'avoir une institution, quelque chose qui nous contrôle, qui vérifie nos papiers, voilà, en fait on a un système où ce sont les humains qui se reconnaissent entre eux, qui disent « Ok, toi je te connais », et on voit ici un graphe, un petit peu fouillis, parce qu'il y a 700 personnes dans ce graphe, où c'est un système de certification. C'est les humains vivants qui reconnaissent les autres humains vivants, et le système informatique est complètement autonome. Je vais vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais sinon il y a plein de détails techniques derrière tout ça, pour ceux qui sont intéressés. Alors, la conséquence de créer la monnaie comme ça, par un dividende universel de manière égale dans l'espace et dans le temps, c'est que, en fait, on remarque que tous les comptes convergent vers une moyenne. Je ne vais pas entrer dans le détail mathématique parce que c'est un peu complexe, mais pour les matheux, tout est disponible en ligne. Mais tous les comptes convergent vers la moyenne. C'est-à-dire que si quelqu'un a travaillé beaucoup et qu'il est très riche, il va quand même toucher son dividende universel. Mais s'il tombe malade et qu'il ne fait plus d'échange, là on considère qu'il n'y a plus d'échange dans ces graphes-là, eh bien son compte va converger vers la moyenne et il ne sera jamais à zéro, puisqu'il touche tout le temps un dividende universel, donc il ne peut pas être à zéro. Mais comme on crée de la monnaie via ce dividende universel, la moyenne augmente. C'est pour ça qu'il y a une convergence. Donc là, en fait, on voit deux fois la même chose. C'est juste le référentiel qui change. D'un côté, on voit en quantitatif, et d'un autre côté, on le voit en relatif. Le relatif est à gauche, le quantitatif à droite. Le relatif, je vais l'expliquer brièvement, c'est de compter en fractions, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'animation, c'est-à-dire en termes de poids dans l'économie. Si j'ai 100 sur 100, et à ce moment-là, je compte en relatif. Mais si j'ai 100 unités sur 10 milliards, j'ai plus le même poids dans l'économie. Donc c'est le relatif est à gauche, le quantitatif à droite. Donc, avec des mots plus simples, on peut dire que la monnaie fond, mais elle ne fond pas vraiment. C'est juste la part qui est au-dessus de la moyenne qui perd de son poids dans l'économie avec le temps. C'est-à-dire que la monnaie du passé, progressivement, perd de son poids dans l'économie, justement pour ne pas influencer les générations futures. C'est comme si je marchais sur la plage, et puis plus j'avance, plus mes pas dans le sol, je les vois disparaître. Dans l'économie définie dans la théorie relative de la monnaie, on peut imaginer ça comme ça. C'est-à-dire que l'économie du passé, plus je m'en éloigne, et moins je la vois. Moins elle a d'impact sur ce qui se passe maintenant. Et donc là, on a un graphe où on a plusieurs comptes qui partent à différents niveaux. Là, il y en a qui sont très riches, et puis voilà. Et puis il y a des nouveaux entrants. Là, il y a un nouveau-né. Et là, on est dans un référentiel relatif et sans échange. Là, il n'y a pas d'échange. Si on parle juste de création monétaire en relatif, si là, j'ai un nouveau-né, il naît, il vit et il meurt. Et hop, ça redescend. En fait, au moment où on meurt, vu qu'on ne crée plus de monnaie, seuls les vivants peuvent créer de la monnaie, les morts, en fait, ne créent plus de monnaie. Donc, la monnaie qu'ils avaient perd de son poids dans l'économie. Et donc, on voit bien qu'il y a bien un accompagnement du renouvellement des générations. Alors ça, c'est à titre individuel, c'est l'interprétation que j'en ai. Si on utilisait une monnaie de ce type-là, eh bien, on aurait la liberté de refuser un emploi, puisqu'on pourrait travailler sans être employé, on pourrait toujours échanger, quoi qu'il arrive. Il y aurait une égalité face à la création monétaire, on serait tous égaux, mais aussi bien tout de suite, mais on l'a vu, mais nos arrière-petits-enfants seraient égaux. Et puis il y aura un système de fraternité, puisqu'il n'y a plus de banques qui créent de la monnaie. Comment on fait pour financer les projets communs? Si on veut construire une école, un hôpital, si on veut construire des routes, si on a des projets communs, eh bien aujourd'hui on voit sur Internet, on peut faire du crowdfunding. On peut donner de la monnaie dette pour participer à un projet qui nous tient à cœur.
C'est compliqué en monnaie dette. Il y a des intérêts à rembourser. Le crowdfunding, c'est une bonne solution, mais en euros, c'est un peu compliqué. Les gens ont un peu du mal à donner, hein, on le voit bien. Il y a des projets au Havre, par exemple, qui sont en train de naître. Je pense au projet du Hangar Zéro, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, par contre, si je co-crée tous les jours un dividende universel, eh bien, je peux en faire un peu ce que je veux. Et à ce moment-là, je peux créer des caisses avec d'autres êtres humains. Une caisse, par exemple, pour créer des écoles, une caisse pour créer des hôpitaux, etc. Ah, du coup, elle est en double, je la repasser. Alors, en termes d'application technique, j'ai dépassé de 5 minutes, on va bientôt terminer. Donc, on a déjà un générateur de monnaie libre, il existe déjà. Il est en fonctionnement, il est en production depuis le mois de mars 2017. On a des systèmes de portefeuille numérique aussi qui fonctionnent, qui sont déjà utilisables. On a aussi des places de marché. Donc la monnaie libre, telle que définie dans la théorie relative de la monnaie, existe, on peut déjà l'utiliser. J'en fais partie d'ailleurs. On peut déjà échanger avec. J'ai déjà acheté des ordinateurs avec. J'ai déjà mangé avec. J'ai déjà consommé avec des bières, etc., des cafés. On peut déjà l'utiliser. Ce qui manque, c'est un système de terminaux et de cartes de paiement pour simplifier la tâche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est compliqué, il faut que j'utilise un smartphone, faut un ordinateur. Alors qu'en fait, on pourrait très bien facilement faire des systèmes de terminaux de paiement pour les commerçants et systèmes carte bancaire. Ça, c'est un projet qui m'intéresse. S'il y a des gens qui s'intéressent aussi pour travailler sur ce genre de choses. Et donc, en fait, en termes de logiciel, la partie serveur, c'est d'unitaire. C'est l'équivalent du logiciel Bitcoin, si on peut dire. Sauf que la différence, c'est que ça n'a pas une grosse consommation énergétique et le système pour calculer les blocs est complètement différent. Donc on peut faire tourner un nœud de monnaie libre avec d'unitaire. Un nœud d'unitaire, on peut le faire tourner avec un simple Raspberry. Donc c'est vraiment très économe en énergie. C'est sous licence libre, évidemment. Et donc ça fonctionne comme le Bitcoin. Un système décentralisé qui est résilient aux pannes et aux attaques. Et vous avez des logiciels clients qui vont vous permettre de créer votre compte, de faire des virements, de certifier vos pairs, on l'a vu, pour que le système considère que vous êtes un être humain et vous n'avez pas d'un double compte, etc. C'est un système de toile de confiance. C'est les humains qui se font confiance entre eux. Donc en gros, on se fait parrainer, on se fait certifier pour commencer à co-créer sa monnaie. Mais on n'est pas obligé d'être créateur de la monnaie pour l'utiliser. Est-ce que vous créez des euros tous les jours ? On a des places de marché, on en a 2 ici. On peut aller dessus, c'est comme le Bon Coin. Vous pouvez rechercher des annonces et acheter en monnaie libre. Et à la fin, donc pour ceux que ça intéresse, j'ai des liens utiles puisque la conférence est disponible en ligne. Je vous donnerai le lien juste après. Et donc vous avez les liens des rencontres biannuelles. 2 fois par an, on rencontre les développeurs, les théoriciens, les ingénieurs, les mathématiciens. Il y a des forums en ligne. Il y a aussi un portail national qui est en train de se mettre en place. J'ai d'ailleurs réservé le nom de domaine normandie.monnailibre.fr qui va bientôt voir le jour. Et donc vous avez aussi les blogs des contributeurs avec tout un tas d'infos, de liens, de calculs pour ceux qui seraient curieux. Et puis j'ai mis aussi des liens pour ceux qui voudraient d'ores et déjà créer un compte, savoir comment ça marche, l'utiliser. Et donc sur le Havre, on est déjà par exemple une quinzaine de créateurs de cette monnaie. Alors vous avez même une carte, donc je pourrais l'afficher, puis on verrait. D'ailleurs, ça peut être intéressant, juste pour terminer, la carte des membres. Ah oui, mais si ça a marché. Voilà. Donc en France, vous voyez, alors au Havre, on est un peu en retard, mais ici, vous avez une communauté de développeurs importants sur ces logiciels-là, donc ça se développe. À Toulouse aussi, ils ont toujours un peu de l'avance sur ces sujets-là. Ils ont été les premiers à faire une monnaie locale complémentaire, le sol violette. Voilà. Et puis même à l'international, donc si je dézoome, ça commence déjà à germer à l'étranger. Le logiciel a été supporté avec 5 millions d'utilisateurs sur une durée de 100 ans. Et maintenant, il est en production. Il ne tient plus qu'à nous de l'utiliser ou pas, puisque c'est libre. Voilà.
Donc le projet, il a encore besoin de traducteurs, de développeurs, etc. Donc il y a un site sur lequel on peut aller ou avoir toutes les infos. Et voilà, je suis en train de mettre un groupe de travail sur Le Havre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.